Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode des Grands Noms du Droit qui portera aujourd'hui sur Maurice Horiou et plus précisément les idées constitutionnelles de Maurice Horiou traduites donc dans son précis de droit constitutionnel publié à Paris chez Siret en 1923. Maurice Horiou, une des plus grandes figures de la pensée juridique du XXe siècle, dont on peut rappeler les dates de naissance et de mort, 1856 pour sa naissance, 1929 pour son décès. Il étudie le droit à Bordeaux, où il se distingue particulièrement en droit romain et en droit civil. Et c'est en 1879 qu'il soutient d'ailleurs 2 thèses dans les mêmes matières, avant de brillamment réussir au concours de l'agrégation de droit en 1982, dont il sort major, et par la suite il intègre la faculté de droit de Toulouse, où il est élu alors professeur, puis doyen en 1906. C'est d'ailleurs dans cette faculté qu'il exercera toutes ses fonctions. Il va s'imposer comme un spécialiste de droit administratif en tant qu'arrêtiste et comme constitutionnaliste. Il accomplit donc toute sa carrière dans cette ville, à tel point que son nom, comme l'école juridique, de pensée juridique qu'il va fonder, se rattache éminemment à la ville de Toulouse, à l'image un petit peu de Léon Duguy avec l'école de Bordeaux. On peut mentionner parmi ses œuvres principales le Précis de droit administratif, qui est un classique connaissant 12 éditions. Ses Principes de droit public, qui connaîtront 2 éditions, qui couvrent le droit constitutionnel et le droit politique. Enfin, les 2 éditions du Précis de droit constitutionnel de 1923 et 1929. Bien entendu, son œuvre d'arrêtiste est immense. Elle est d'ailleurs rassemblée en 3 volumes qui font l'objet de publications dans le cadre d'un recueil devenu très célèbre. Maurice Horiou se rend justement célèbre par la théorie qu'il va développer, dite du pouvoir minoritaire. C'est une théorie politique du gouvernement de l'élite qui structure son œuvre et que l'on peut relier aux aspects fondamentaux de sa pensée à travers 2 axes, la primauté du pouvoir exécutif et la puissance publique, qui aborde finalement le fondement de la force obligatoire des actes étatiques en régime démocratique. En effet, comment justifier l'obéissance du citoyen si le peuple ou la nation, c'est-à-dire le nombre ou le pouvoir majoritaire, est réputé titulaire de la souveraineté. Et cette question obsède la pensée juridique tout au long du XIXe siècle, depuis Rousseau avec son contrat social, en passant par Sieyès et son nom moins célèbre « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Soutenant donc l'idée d'une certaine autonomie du pouvoir minoritaire, lui rattachant la prééminence du pouvoir exécutif, tout en le corrélant avec la notion d'une puissance publique qui serait une puissance étatique irréductible à la souveraineté nationale, Horiou essaie de restituer le mouvement dialectique qui oppose la nation à ses gouvernants, dans le cadre par exemple de la monarchie absolue, puis confond cette nation et son gouvernement à l'époque de la Révolution française pour finalement se résoudre dans un établissement, disons, toujours instable, toujours évolutif, toujours précaire. Donc, d'une élite, une élite dite fonctionnelle, animant les aspirations nationales afin de leur donner une vie juridique. Donc la pensée d'Horiou est une pensée du mouvement qu'il illustre par l'idée de ces célèbres cycles constitutionnels qui se succèdent selon une structure ou un rythme ternaire. Il convient donc dans un premier temps de se pencher sur cette irréductibilité du pouvoir minoritaire. Maurice Horiou a écrit une thèse sur la légitimité de ce qu'il appelle le pouvoir minoritaire,
ou le pouvoir de l'élite, détenu par un petit nombre de gouvernants compétents, qu'il distingue et qu'il oppose en partie, au moins, à la majorité, au peuple, à ce qu'on a appelé le concept de la souveraineté nationale. Alors, il y défend l'idée d'un pouvoir minoritaire dans un régime démocratique, ce qui est particulièrement délicat et peut apparaître comme finalement contre-démocratique. Au commencement, écrit Oriou dans son précis de droit constitutionnel à la page 14 dans l'édition de 1929, Oriou définit le pouvoir, dit-il, comme une libre énergie de la volonté qui assume l'entreprise du gouvernement d'un groupe humain par la création de l'ordre et du droit. Fin de citation. Et ce pouvoir d'entreprise est irréductible au pouvoir majoritaire que traduit le principe de la souveraineté nationale. Car, finalement, si la légitimité est incontestablement dans les aspirations fondamentales de la nation, le principe de l'action est dans l'initiative d'une minorité qui en assure la mise en œuvre et dont l'idée d'œuvre est ensuite institutionnalisée. Alors, cette approche, cette conception distingue la conception d'Oriou de celle de la plupart des publicistes qui, eux, sont attachés à la tradition révolutionnaire qui insiste plutôt sur l'identité juridique des gouvernants et des gouvernés, les premiers ne se distinguant que fonctionnellement des seconds, dont ils tirent leurs compétences constitutionnellement encadrées, limitées législativement et subordonnées, in fine, à la volonté nationale. La position révolutionnaire, la conception révolutionnaire de la souveraineté nationale, on peut penser à celle qu'a développée Raymond Carré de Malberg, par exemple, repose donc sur l'idée que la nation est par essence souveraine et s'exprime par le canal de son pouvoir législatif qui est l'organe exclusif de formation de la volonté, c'est-à-dire la nation légale. Ainsi, tous les pouvoirs exécutifs, toutes les compétences administratives qui sont exercées par l'État, personnification juridique de la nation, ne sont donc que des commis, au sens de commissaire, d'émissaire d'une certaine manière, des commis de la nation, puisqu'ils n'agissent qu'en son nom. Et c'est pourquoi le pouvoir exécutif n'est jamais qu'un pouvoir d'exécutant, auquel donc, comme le rappelle Carré de Malberg, il faut refuser toute autonomie, c'est-à-dire toute capacité à s'auto-déterminer. L'autonomie, finalement même partielle d'un pouvoir exécutif, c'est la négation du principe de la souveraineté nationale et c'est l'immixtion d'un pouvoir autoritaire dans la souveraineté nationale. Oriou, à l'inverse, soutient de manière originale le principe d'une irréductibilité politique et juridique du pouvoir minoritaire donc assimilé au gouvernement et à la haute administration, irréductibilité politique et juridique du pouvoir minoritaire au pouvoir majoritaire, laquelle, cette irréductibilité, se traduit par le principe de l'irréductibilité de la souveraineté de l'État à la souveraineté de la nation. Parce que ce sont toujours, disons, les pouvoirs des gouvernements qui incarnent les puissances de la volonté de la personne morale. En cela, je vous renvoie à la lecture de son ouvrage La souveraineté nationale, et plus particulièrement en l'espèce à la page 151. Donc notre auteur s'est résolument opposé à toute méthode purement normative, cherchant à fonder une théorie pure du droit distincte d'une théorie sociale du droit. Oriou est convaincu que la méthode purement normative aboutit à un système étatique et, immobilisant les données du droit, finalement annihile, réduit à néant, la possibilité de saisir la réalité juridique vivante. Il cherche à introduire la méthode sociologique dans l'analyse du droit, à l'image de la phrase de Gurvitch que si un peu de sociologie éloigne du droit, beaucoup y ramène, phrase très certainement inspirée par la formulation, en d'autres domaines, de celle de Jaurès. Le pouvoir minoritaire donc, de gouvernement n'émane pas de la nation, mais lui préexiste. Il existe indépendamment d'elle et finalement
le précède. Il lui préexiste parce que sous l'Ancien Régime, alors que le principe de la souveraineté nationale, la souveraineté juridique, pardon, est encore informe, finalement, le pouvoir et la légitimité résidaient dans la personne du monarque. La souveraineté nationale n'a consisté et ne consiste encore qu'en un mouvement de nationalisation progressive, tendant vers une appropriation complète du pouvoir par la nation, mais qui ne l'atteint jamais. Tendance caractéristique d'ailleurs de l'évolution démocratique et du principe de l'égalité. Et cette idée de souveraineté nationale comme mouvement d'appropriation du pouvoir doit être bien distinguée de l'idée de souveraineté nationale comme essence, idée qui trouve donc son point culminant avec l'idée révolutionnaire et qui suppose que la souveraineté appartient essentiellement à la nation. Le pouvoir est à l'origine antérieure et extérieure à la nation, nous dit Maurice Horiou. Et s'il fait l'objet d'une progressive nationalisation, eh bien celle-ci ne peut jamais être complète, pour dire les choses autrement. Il lui échappe toujours partiellement à mesure qu'il innove et qu'il entreprend, et c'est en ce sens qu'il est toujours à l'avant-garde de la nation, et peut donc s'opposer à sa volonté, ce qui n'est qu'une manière de l'anticiper. Cette conception permet à notre auteur de justifier une certaine autonomie du pouvoir minoritaire. Il décrit ainsi dans son principe de droit constitutionnel, dans l'édition de 1923 à la page 224, je le cite, « La nation a nationalisé le pouvoir minoritaire de gouvernement, assez pour n'avoir plus rien à craindre de lui, mais pas assez cependant pour lui enlever son autonomie. Il devient un pouvoir commis, il reste un représentant indépendant de la nation, un gérant d'affaires autonome et non pas un mandataire. Et il faut d'ailleurs, conclut-il, qu'il en soit ainsi. » L'instrument de cette nationalisation, de cette progression de la souveraineté nationale, est principalement la loi qui encadre le pouvoir, le droit, l'institution, et qui consiste en une loi de nationalisation. Maurice Horiou nous dit, dans son précis de droit constitutionnel, toujours dans l'édition de 1923 et à la page 239, en une formule lapidaire, la loi est un mode de nationalisation des règles et des institutions. Mais le pouvoir minoritaire précède la souveraineté nationale, parce qu'à mesure qu'il est nationalisé par la souveraineté nationale englobante, il lui échappe, répondant de manière souple et protéiforme aux situations nouvelles, inventant de nouveaux modes opératoires ou de nouvelles institutions qui ne sont pas immédiatement nationalisées. Le pouvoir minoritaire est en mouvement, mais la nationalisation du pouvoir, la mainmise, c'est-à-dire la mainmise de la nation sur le pouvoir minoritaire du gouvernement, ne va jamais jusqu'à la propriété complète de tous les éléments de ce pouvoir. Le pouvoir minoritaire est rattrapé par la souveraineté nationale, mais toujours se dérobe aussi partiellement et l'anticipe. C'est un mouvement donc qui permet de comprendre la conception très spéciale que Horiou se fait de la souveraineté nationale. Ce n'est pas la nation inorganisée qui est par essence souveraine, mais c'est la nation organisée par l'État qui se voit reconnaître souveraine, de telle manière que la souveraineté nationale n'est donc pas à l'origine, mais seulement au fondement de pouvoir dans l'État. Et elle est un principe second, en ce sens que dans la vie juridique, dans la vie du droit, la nation intervient toujours afin de ratifier les décisions du gouvernement, les décisions gouvernementales. Donc c'est là ce qui fonde l'idée très puissante chez Maurice Horiou de la primauté de l'exécutif, ce qui nous amène à notre deuxième point. La primauté de l'exécutif, donc, cette irréductibilité finalement du pouvoir minoritaire à la souveraineté nationale fonde naturellement la conception si particulière que Horiou a développée tout au long de son œuvre sur la primauté de l'exécutif, qui concentre, sans le monopoliser, le pouvoir minoritaire. Alors, du point de vue juridique, il reconnaît que dans les systèmes démocratiques modernes, le pouvoir majoritaire, la souveraineté nationale, est d'une certaine manière au fondement du pouvoir minoritaire. En ce sens au moins que l'élite n'exerce que les compétences et qu'elle est ce qu'on peut appeler une élite fonctionnelle et non une élite, une aristocratie héréditaire, disons. La propriété du pouvoir réside dans la nation depuis qu'il a été dépatrimonialisé par la monarchie absolue, qu'il arrache aux grands féodaux, transféré comme propriété publique à la nation par la Révolution, qu'il arrache ensuite aux monarques. Horiou donc est pleinement républicain, mais il défend toujours le principe de la primauté politique de l'exécutif sur le législatif. Si la compétence fonctionnelle de l'élite se rattache à la nation, ce constat ne permet pas et ne doit pas permettre de conclure à la subordination de l'exécutif au Parlement.
Il reste un pouvoir d'animation de la souveraineté nationale et de domination. La puissance publique est son fait, et on peut ici opposer la conception de Carré de Malberg à Oriou. Carré de Malberg analyse ainsi l'absence de formule de commandement dans l'adoption de la loi comme la traduction constitutionnelle du principe selon lequel la loi est l'expression de la volonté générale, donc la manifestation de l'autonomie du peuple. Oriou, lui, insiste plutôt sur la portée de la promulgation de la loi, qui seule met en œuvre celle-ci. Le Parlement ne joue en effet que le rôle d'assemblée délibérante. Pour Carré de Malberg, une loi non promulguée existe déjà revêtue de sa puissance souveraine, alors que pour Oriou, une loi non promulguée n'est que la traduction d'une aspiration fondamentale qui n'est pas encore parvenue à la pleine existence juridique. Le rôle du pouvoir juridique est alors de mettre en acte la décision législative. Sans lui, dit-il, et les deux autres pouvoirs ne peuvent rien réaliser. Il ajoute, le pouvoir exécutif est donné d'avance, antérieurement à tous les autres, et son activité est ininterrompue. Cette autonomie et cette continuité, cette chaîne ininterrompue, sont nécessaires au pouvoir exécutif pour faire passer à l'acte les décisions. Fin de citation. Le pouvoir exécutif n'est donc point l'agent des deux autres pouvoirs, il est comme eux et autant qu'eux un représentant autonome de la nation. Et si Oriou insiste sur les prérogatives du pouvoir exécutif, c'est parce qu'il le croit détenteur d'une autre compétence que la seule compétence juridique, la compétence technique, forme de compétence finalement irréductible à l'analyse normative. En même temps que le pouvoir exécutif représente dans le gouvernement le pouvoir d'opération, il représente aussi la compétence technique. Cela n'empêche pas la décision exécutoire, écrit-il, d'être un acte juridique, mais c'est un acte à la fois juridique et technique. Je vous renvoie à ces principes de droit public, page 719. En fait, Oriou conteste la pertinence d'une analyse normative qui réduirait la puissance publique à son seul fondement juridique et ignorerait ce qui fait l'originalité de l'action du pouvoir exécutif. Et finalement, renversant la hiérarchie traditionnelle des pouvoirs depuis la Révolution française, il place l'exécutif au-dessus du législatif, dans une approche existentielle et non pas normative. La tradition révolutionnaire est à ses yeux à l'origine de toutes les déformations du parlementarisme français. Cela ne veut pas dire pour autant que le pouvoir exécutif autonome et indépendant du Parlement, il ne l'est pas parce qu'il est responsable devant lui. Mais comme il est soucieux de distinguer la responsabilité de la subordination, Oriou préfère aussi qualifier cette dévolution du pouvoir d'investiture plutôt que de délégation. On comprend alors que la nation est propriétaire du pouvoir, en ce sens qu'aucun pouvoir de la puissance publique ne peut être exercé s'il ne figure parmi les attributions légales d'une fonction organisée, et il ne saurait être exercé que par un agent occupant régulièrement un poste adéquat légalement créé, nous rappelle-t-il, dans son précis du droit constitutionnel, je le cite, si le pouvoir de gouvernement, en tant qu'organisé en fonction légale, appartient à la nation, ce n'est là que la matière inerte du pouvoir. Pour que cette matière inerte soit mise en action, il faut qu'elle soit vivifiée par les volontés actuelles d'un personnel humain, de fonctionnaires ou d'hommes politiques. Oriou établit donc une hiérarchie entre les pouvoirs et affirme la primauté de l'exécutif sur le législatif. Au premier pouvoir reviennent l'initiative et la direction de l'État. Au second, une mission de participation et de contrôle. Pour que l'État puisse fonctionner correctement, l'indépendance du pouvoir minoritaire doit demeurer la règle et la participation du pouvoir majoritaire doit être l'exception. Précise droit constitutionnel, page 385. La pensée d'Oriou participe ainsi donc de ce mouvement de pensée en faveur de la reconnaissance de la compétence technique après la Première Guerre mondiale et au début des années 30, qui alimente les projets de réforme de l'État et du régime parlementaire, préconisant tant le renforcement de l'exécutif que, plus précisément, celui du président de la République. Pour conclure, dernier thème, brièvement, la centralité de la puissance publique. La primauté du pouvoir exécutif, compétence du rôle joué par le pouvoir minoritaire, annonce naturellement le rôle central que joue la puissance publique dans l'œuvre d'Oriou. À partir des années 1910, dans ses principes de droit public, notre auteur tente d'organiser l'ensemble des principes du droit administratif français autour de la notion de puissance publique, corollaire administratif du pouvoir minoritaire dans l'ordre public. C'est d'elle que l'administration tient à la fois son autonomie et son principe de continuité. C'est aussi elle qui explique que l'administration dispose d'un pouvoir de décision exécutoire qui triomphe dans le privilège du préalable, expression administrative de la priorité du pouvoir minoritaire sur le pouvoir majoritaire. C'est-à-dire que comme le pouvoir minoritaire d'État, l'administration moderne n'est pas issue de la souveraineté nationale, elle est avant tout l'héritière des régimes antérieurs. La puissance publique est aussi le pouvoir du provisoire,
en ce sens qu'elle impose la décision avant qu'elle ne s'impose coutumièrement comme obligatoire. Ces privilèges de la puissance publique ne se justifient cependant qu'au regard d'une finalité que Oriou rappelle là encore régulièrement, à savoir la protection de l'ordre social individualiste contre toute entreprise collective, tel qu'il le définit dans son précis droit constitutionnel aux pages 106-107 de l'édition de 1929, auquel je vous renvoie. Et c'est avec ces développements que se conclut ce nouveau numéro des Grands Noms du droit. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition. Bonne journée.